Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Juste avant de débuter la lecture de l'ordre du jour, je vais prendre juste un petit temps, là. Vous remarquez que ce soir, il nous manque un collègue à la table. Donc, M. Gaston Duchesne, qui est conseiller, sera absent là, pour une période, là, possiblement là, pour septembre et en octobre également. Dû à certains ennuis, là, M. Duchesne doit modifier là, ses activités publiques. Cependant, là, il va quand même bien, je vous rassure. Il reste disponible également là, pour communiquer avec les citoyens, que ce soit là, par courriel ou encore par téléphone. Mais au niveau des apparitions publiques, là, M. Duchesne là, va modifier là, sa cadence pour les prochaines semaines. Donc, c'est pour seulement vous aviser de ceci. Sur ce, je demande à Mme Ménard de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 12 septembre 2022 à compter de 19 h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes. Dans la section D, règlement, en 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-24 pour le lot 5 7 177 situé dans la côte du Balcon-Vert, suivi de son adoption. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-25 pour le 1006 boulevard Monseigneur de Laval, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-26 pour le 176 chemin de l'Horizon Boisé, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-27 pour le lot 4 2020 situé sur le chemin du Cap-Auret, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-28 pour le 102 chemin Saint-Laurent, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 11, adoption du second projet de règlement R 816-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 dans le but d'autoriser et régir l'utilisation des conteneurs de transport intermodal en tant que bâtiment complémentaire d'entreposage dans certaines zones. En 12, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 823-2022 ayant comme objet de modifier le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage de garderies dans la zone C 222 située sur la rue Raymond-Mailloux. En 13, adoption du premier projet de règlement R 823-2022. 14, adoption du règlement R 828-2022, décrétant l'ouverture et déclarant public le lot 6 391 342, connu comme étant le chemin d'accès menant à la centrale de la biomasse. En 15, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 821-2022, décrétant la création d'une réserve financière afin de financer les dépenses liées à la tenue des élections. Dans la section résolution, administration et législation, direction générale de la ville, nomination. En 2, subvention versée à la ville pour le remboursement des prêts contractés par l'OMH. En 3, maison René Richard. Sécurité publique, service de cadets pour l'été 2023. En 5, projet d'agrandissement de la caserne, mandat pour la surveillance laboratoire. Section voirie et hygiène du milieu, rang Saint-Placide Sud, mise aux normes et pavage, demande de subvention, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. 7, agrandissement des étangs aérés, mandat. 8, achat des abrasifs pour la saison 2022-2023. Urbanisme et mise en valeur du territoire, subvention PSMMPI, volet 1B, restauration du porche d'entrée de la maison mère. 10, demande de permis en zone PIA, côte du Balcon-Vert, le lot 5 7 177. 11, programme de restauration patrimoniale 2022-2023, entérinement des propriétés sélectionnées. Loisirs, parcs et culture. 12, pavillon du Saint-Laurent, tarification pour la location. 13, campagne de financement de l'Aréna, autorisation de signature. 14, tour d'observation, avenant et libération de la retenue. 15, travaux à l'Aréna, avenant numéro 5.
Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1. Souper bénéfice, Fonds régional en infrastructure de loisirs, le FRIL, achat de billets. 2. La tournée de reconnaissance des personnes proches aidantes de Charlevoix, contribution financière. Correspondance du mois d'août 2022, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'août. Période d'intervention des membres du Conseil, questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci, Mme Ménard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui Je vais le propose proposer, monsieur l'adoption? C'est proposé par M. Boilly. Est-ce que c'est secondé? C'est secondé par M. Ménard. Donc, dans la section des règlements, en 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-24, c'est pour la côte du Balcon Vert, le lot 5 777. C'est une demande de dérogation mineure là, qui a pour effet de demander d'autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée d'une superficie de construction au sol de 89 mètres carrés, alors que le minimum prescrit dans notre réglementation est de 150 mètres carrés. On parle aussi d'autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée avec une pente de toit de 4,12 pour une lucarne, alors que le minimum prescrit est de 5,12. Autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée avec des fenêtres coulissantes au niveau du rez-de-jardin, alors que le seul mécanisme de fenêtre autorisé est à battant. Autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée avec du carrelage dans les fenêtres, alors que les fenêtres à croisillons intégrés, à faux meneaux ainsi que tout autre dispositif imitant les carreaux sont interdits. Le requérant nous mentionne que plusieurs bâtiments avoisinants sont de dimension inférieure à 150 mètres carrés, que des bâtiments avoisinants ont une pente de toit aussi inférieure à ce qui est demandé et que le carrelage des fenêtres se marie bien avec le style architectural et que pour éviter d'avoir de trop grandes margelles, des fenêtres coulissantes ont été choisies au niveau du rez-de-jardin. Aussi, lorsqu'on regarde là, dans les précédents, au niveau de la côte du Balcon Vert, il y a des demandes qui ont déjà été acceptées là, dans le passé qui avaient là, pour le même motif. On nous parle aussi que le carrelage dans la fenestration ne brisera pas l'harmonie du secteur et que seulement les fenêtres là, du rez-de-jardin sont coulissantes et qu'une fenêtre à battant n'est pas optimale dans une margelle. Et la dérogation mineure, là, si on l'accorde ce soir, là, elle ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. Et le comité consultatif là, d'urbanisme nous recommande d'adopter cette dérogation-là. On est en consultation publique. Donc, est-ce que j'ai des personnes qui sont ici en lien avec cette demande et qui aimeraient se faire entendre? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais déjà demander au Conseil si on est prêt à adopter le tout. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé par M. Besson. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé par Mme Bouchard. En 2, D 2022-24. Ça c'est fait. Consultation publique maintenant sur la demande de dérogation mineure D 2022-25. C'est pour le 1006 boulevard Monseigneur de Laval. C'est une demande de dérogation mineure qui nous demande d'autoriser 4 enseignes commerciales appliquées, alors que le maximum prescrit est d'une seule enseigne par fonction individuelle. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est que le bâtiment est de grande superficie et que le demandeur désire afficher ses couleurs sur les 2 autres pignons de la bâtisse et que le demandeur fait tous les efforts requis pour maintenir le bâtiment propre et désire aussi également être plus visible. Donc, on le voit, c'est le commerce Les Bonlieuses. Le bâtiment était divisé en locales par le passé et que chaque local avait droit à son affichage là, appliqué. La superficie maximale pour les enseignes est respectée. On mentionne également que les enseignes là, seront le rappel du logo du commerce en forme circulaire et que les dispositions réglementaires là, faisant l'objet de la demande peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation. Le comité consultatif d'urbanisme est également d'avis qu'on devrait procéder à l'accord de cette dérogation. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens qui sont ici en lien avec cette demande et qui voudraient se faire entendre? Non. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé par Mme Bouchard et c'est appuyé par M. Ménard. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-26. C'est pour le 176 chemin de l'Horizon Boisé.
C'est une demande là, de dérogation mineure là, qui a pour effet là, de demander d'autoriser la hauteur de 2,44 mètres d'une clôture, alors que le maximum prescrit est de 1,5 mètres dans la cour avant principale à l'extérieur du périmètre urbain. Les motifs qui sont invoqués là, par le requérant, c'est à savoir que le demandeur souhaite avoir une clôture de cette hauteur en cour avant pour créer une barrière de son et de lumière sur la propriété par rapport à la voie de circulation et des immeubles immédiats qui sont en hauteur. Le concept de l'entreprise est d'offrir un espace de détente en pleine nature et que la clôture viendrait diminuer les nuisances. Il y a également une ligne d'arbres mature qui offre déjà une barrière à la propriété. Le CCU nous mentionne également qu'une clôture de 2,44 mètres de hauteur en cour avant sur toute la largeur de la propriété de 101,27 mètres briserait l'harmonie du secteur boisé et serait extrêmement visible de la voie de circulation. Également, là, il y a un élément là, d'une question de précédent. Là, si le Conseil là, acceptait le tout, le CCU nous mentionne qu'on pourrait là, être exposé à d'autres demandes similaires dans le futur. Donc, on viendrait là, créer une sorte de précédent. Pour ces motifs, le Comité consultatif d'urbanisme nous recommande de refuser la présente demande. Étant en consultation publique, est-ce que j'ai des gens qui sont ici et qui aimeraient se faire entendre? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si j'ai une proposition. Donc, M. Besson, vous proposez de refuser la demande? OK. Est-ce que j'ai un secondeur? M. Boily? OK. Donc, tout le monde est d'accord à ce niveau-là? Oui. Donc, cette demande est refusée. En cette consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-27, c'est le chemin du Cap-Auret pour le lot 4 220 000. La demande nous demande là, d'autoriser pour la construction d'une habitation unifamiliale un lot d'une superficie là, de 1284,9 mètres carrés, alors que le minimum prescrit est de 2500 mètres carrés pour un lot qui est partiellement desservi. On nous demande également d'autoriser une marge de recul avant du bâtiment projeté là, de 0,24 mètres, alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. D'autoriser un perron projeté d'une distance de 0,0 mètre de la ligne avant de terrain, alors que le minimum prescrit est de 0,6 mètre. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est que la topographie et la végétation du terrain ne seront pratiquement pas touchées par la nouvelle construction, que le demandeur est incapable de prouver le droit acquis concernant la superficie dérogatoire du lot et que plusieurs résidences existantes sur le chemin de Cap-Auret sont implantées très près de la voie de circulation. Le terrain possède une superficie de seulement 51,4 % du minimum requis. La marge avant demandée représente seulement 8 % du minimum requis. La distance du perron par rapport à la ligne avant représente 0 % du minimum requis. La superficie du terrain, la marge avant et la distance du perron par rapport à la ligne avant sont trop petites par rapport au minimum prescrit. Sur le projet d'implantation, le perron qui est projeté empiète sur la voie de circulation, mais cependant, le demandeur s'engage là, à corriger le tir là, si la demande de dérogation est acceptée. Et également, là, comme dans la dernière demande tantôt, le CCU est d'avis que si on procédait là, à l'acceptation de cette demande, on s'exposerait aussi là, à des situations de précédent qui feraient en sorte qu'on devrait là, dire oui à d'autres demandes dans ce futur-là. Donc, le CCU est d'avis, là, nous recommande de refuser cette demande de dérogation mineure. Étant en consultation publique, est-ce que j'ai des gens qui sont présents ici et qui aimeraient se faire entendre? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer pour le refus comme le comité. Parfait. Est-ce que j'ai un secondeur? Donc, M. Ménard seconde. Donc, cette demande serait refusée. Est-ce que j'ai une demande de vote ou ça va pour tout le monde? Ça va. Ça va pour tout le monde. Donc, cette demande est refusée. Le point 8 maintenant. Demande de dérogation mineure D 2022. Non, c'était là. On est rendu à 9. Déjà, ça va bien. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-28, le 102 du chemin Saint-Laurent. C'est une demande là, pour autoriser une marge latérale de 0,4 mètres pour un abri d'auto existant, alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. Autoriser une marge latérale totale de 4,57 mètres, alors que le minimum prescrit est de 9 mètres.
Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que la demande est une demande pour régulariser la situation qui est existante. Les travaux de rénovation là, sont projetés pour transformer l'abri d'auto en garage annexé et le propriétaire, le voisin là, qui est immédiat, a donné son autorisation par écrit. La propriété n'a pas obtenu de permis de construction là, pour l'abri d'auto. Cependant, le propriétaire qui est là actuellement a pris possession de la résidence alors que l'abri d'auto était déjà là, existante. Et donc, c'est vraiment, comme je mentionnais, là, pour venir régulariser une situation. La marge latérale de 0,4 mètres est sur le côté droit de la résidence où il y a seulement un chemin d'accès là, sur la propriété voisine. Et c'est ça, comme je mentionnais aussi, le propriétaire voisin lui a donné là, son accord. Donc, le CCU, pour ces motifs, nous recommande d'accepter cette demande de dérogation mineure. On est en consultation. Est-ce que j'ai des gens qui veulent se faire entendre relativement à ce dossier? Non? Donc, la période de consultation publique est maintenant close. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, c'est proposé par M. Fizette. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde cette demande? M. Besson. Donc, cette demande est acceptée. En 11, adoption du second projet de règlement R 816-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 dans le but d'autoriser et régir l'utilisation des conteneurs de transport intermodal en tant que bâtiment complémentaire d'entreposage dans certaines zones. Donc, c'est un projet législatif là, que tout le conseil, même au niveau de l'appareil administratif, on a quand même passé de nombreuses heures à travailler ce projet-là. Ça avait commencé, comme je l'ai déjà mentionné dans une précédente séance, là, il y avait une firme, là, l'ARPAN, qui est une firme d'urbanisme, qui nous avait fait des recommandations. Par la suite, le conseil, on avait retravaillé le tout puisqu'on trouvait que le projet était assez contraignant. On a retravaillé le tout, on est venu en consultation publique, on a retourné faire nos devoirs puisqu'on était encore très contraignant à notre avis. On a remodelé le tout. Je crois même qu'on l'a quand même assoupli de façon importante. Est-ce que le projet est parfait? Non. Je pense que des projets législatifs qui sont parfaits, il n'en existe pas. Est-ce que ça fait du sens? Je crois que oui. Donc, ce qu'on viendrait faire, là, c'est un petit peu comme on avait commencé là, dans les dernières séances, sauf que là, on viendrait permettre les conteneurs là, aussi dans la zone commerciale. Donc, tout ce qui touche surtout là, le boulevard Monseigneur de Laval. On avait eu des représentations en consultation publique aussi de certains concessionnaires automobiles là, qui mentionnaient qu'ils entreposaient là, différents là, pneus. Et on a pris bien en compte là, cette demande. Donc, ça serait autorisé là, dans les zones industrielles, commerciales, forestières et agricoles. Au périmètre urbain, là, ça ne serait pas permis là, pour tout ce qui touche le périmètre urbain. Il y aurait un nombre maximum de 10 conteneurs qui serait permis, évidemment. Là, on ne veut pas qu'il y ait des gens là, qui aient 20 conteneurs non plus. Il y a la question aussi d'empiler les conteneurs, ça serait interdit. Il y a quand même là, des enjeux de sécurité là, qui se posent là, lorsqu'on arrive dans ce type de situation. Il devrait y avoir également une harmonie au niveau des couleurs et le tout devrait être dissimulé. Donc, lorsqu'on a un conteneur dans une cour arrière d'un commerce, ce n'est pas la même chose lorsqu'on a un conteneur qui est à la vue visible de tous les voisins, puisque des fois, ça ne peut être pas très esthétique. On avait aussi, là, c'est ça, on avait regardé là, ces différents scénarios, qu'est-ce qui se faisait ailleurs également. Et le but étant aussi que ça fait plus d'esthétisme lorsqu'on a un bâtiment que lorsqu'on a un conteneur. Donc, on est à retravailler le tout, mais là, tous en ligne qu'il y aurait, les conteneurs seraient portés au rôle d'évaluation. Donc, il y aurait une taxation là, qui aurait lieu là, pour les conteneurs là, qui seraient disposés là, dans les courses, souvent là, au niveau industriel ou au niveau commercial. Donc, c'est ça, ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui veulent ajouter. On serait là, maintenant, on avait eu une consultation publique qui avait été faite lors de la précédente séance. Et là, ce soir, on est à l'adoption du second projet, ce qui signifie qu'il y aura encore une adoption finale lors de la prochaine séance du Conseil. Monsieur Fizette? Oui. Bon, est-ce qu'on est à demander le vote? Où est-ce qu'on est rendu là, par rapport à la procédure? Là, ben là s'il y a des gens qui veulent s'exprimer, mais sinon, on peut déjà y aller avec le proposeur puis le secondaire aussi. On peut y aller comme ça, puis comme je sais que vous demandez le vote, on peut y aller. Est-ce que j'ai on va y aller dans. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, c'est proposé par M. Ménard et c'est appuyé par M. Besson. Alors, je demande le vote. Je vous laisse y aller. Allez-y. Bon, écoutez, je demande le vote pour la simple bonne raison que
non pas parce que je suis à l'encontre de l'ensemble du projet de règlement. Au contraire, c'est un règlement qui fait du sens. C'est un règlement qui vient protéger un certain nombre de conceptions, que ce soit vu à travers l'entreprise, comme ça soit vu à travers la ville et comme ça soit vu à travers les citoyens. Moi, ce qui me fatigue dans ça, c'est d'accepter 10 conteneurs où le 50% de la superficie du bâtiment principal. De sorte qu'il y a des entreprises qui ont un bâtiment principal plus petit qui fait en sorte qu'ils ne pourront jamais atteindre le 10, alors que le besoin peut être jusque-là. C'est sûr qu'à quelque part, moi, je me dis qu'on veut favoriser le développement économique de notre milieu. Alors, il faut non pas seulement aller chercher des gens de l'extérieur pour venir s'établir, mais aussi faire en sorte que nos entreprises soient encouragées dans leur développement. Alors, vu ce principe, je me dis en plus que dans une cour 5 conteneurs, dans une autre 10, puis dans une autre 7, puis dans une autre 9, c'est pas ça qui va faire la différence. Je regarde une des entreprises, pour ne pas avoir à la nommer, qui serait autorisée, étant donné qu'elle a un bâtiment principal de petite superficie, ne pourrait pas aller plus que 5 conteneurs. Alors que la superficie de son bâtiment secondaire est plus que le double, ce n'est pas le triple de son bâtiment principal. Alors, ça, c'est encore un autre embûche que je considère d'importance lorsque on veut faire en sorte que nos entreprises puissent trouver réponse à leurs besoins. J'ai mentionné également que on parle d'une taxation pour les conteneurs. Ça, je suis favorable à ça. Par ailleurs, je sais pertinemment que dans les conteneurs, on a des conteneurs qui peuvent prendre siège de façon permanente, puis on a des conteneurs qui sont des conteneurs visiteurs. En ce sens que, évidemment, aujourd'hui, avec les exigences environnementales notamment, les entreprises doivent aseptiser les eaux quand ils travaillent auprès d'un cours d'eau. Alors, donc, ça prend quand même un équipement. Puis cet équipement-là, bien, il ne peut pas rester à la maison, au lieu principal, mais il faut quand même apporter ces équipements-là sur le chantier. Et quand c'est terminé, bien, il faut toujours bien ramasser les conteneurs. Il faut que ça prenne un emplacement pour les ramasser. Il y a la question donc aussi la septisation. De plus en plus, l'environnement exige à ce que les travailleurs puissent s'aseptiser quand ils travaillent dans des ouvrages, disons-le, un peu vicieux. Là, je regarde, par exemple, travailler sur des terrains qui offrent comment je dirais bien ça, des bactéries qui pourraient être déplacées désavantageusement en d'autres lieux. Il y a la question de la récupération du métal souillé. Alors, il y a la récupération, il y a aussi la quarantaine, si je ne l'ai pas mentionné, où ça permet de mettre en veilleuse des équipements de machinerie pour éviter de se tromper pour l'installer dans une machine qui n'a pas d'affaire à la recevoir parce qu'elle doit passer à la réparation ou encore à l'inspection par des spécialistes, parfois à l'externe. Alors donc, pour toutes ces raisons, moi je dis que j'aimerais que mes collègues puissent voter en faveur d'une modification de ce projet de règlement-là pour, oui, aller à 10 conteneurs, mais ne pas se limiter à la dimension du 50% du bâtiment principal là, pour déterminer la quantité maximale d'une entreprise. Alors, voilà pourquoi je demande le vote. Merci, M. Fizette. Donc, M. Besson, je ne sais pas si ce matin vous avez quand même exprimé, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole comme vous êtes dans le secondaire du projet. Oui, bien en fait, peut-être pour présenter aux citoyens le pourquoi on se fie sur la superficie du bâtiment pour imposer un nombre limite de conteneurs, c'est parce qu'on se dit qu'au-delà d'une certaine superficie du bâtiment principal, on se dit que le particulier ou l'entreprise qui aurait besoin de ce nombre d'espaces de rangement serait peut-être rendu
à avoir un réel projet d'infrastructure qui répond à toutes les normes en vigueur. Puis la même entreprise, pour la pas la nommer, l'a très bien compris, son bâtiment secondaire est effectivement un espace de rangement qui est de taille significative et donc l'intègre déjà dans ses pratiques. Donc, je ne suis pas inquiet que les gens vont pas utiliser le conteneur comme solution permanente là, d'entreposage, mais bien comme une solution temporaire en attendant d'avoir une infrastructure qui convient à leurs besoins pour l'entreposage. D'accord. Est-ce que j'ai d'autres personnes autour de la table qui aimeraient s'exprimer? Madame Bouchard, oui. Oui, puis seulement pour vous dire que actuellement, tous les gens qui ont des conteneurs sur leur terrain sont en infraction. Donc, on vient avec ce projet améliorer donc, la situation actuelle sur le territoire déjà. Là. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui veulent intervenir? Non. Donc, on serait maintenant rendu à l'appel au vote. Donc, ceux et celles qui sont pour le projet actuellement déposé, je vous demande de lever la main. Donc, M. Bessonne, M. Ménard, Mme Bouchard et M. Boily. Ceux et celles qui sont contre, M. Fizet. Donc, c'est adopté majoritairement. En 12, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R823-2022, ayant comme objet de modifier le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage d'une garderie dans le secteur de la zone C22, donc la rue Raymond Mailloux. C'est un projet là, qui est actuellement là, pour mettre en place, pour ériger une construction d'une garderie là, de 45 places. Je n'ai pas besoin de vous dire que des places en garderie, ça ne court pas les rues, on en manque. Il manque de place là, sur notre territoire et de voir là, des parents, là, en majeure partie des femmes là, qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail parce qu'ils n'ont pas de place en garderie, ben, je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on veut comme collectivité à Baie-Saint-Paul non plus. Personnellement, je connais des infirmières à l'hôpital qui ne peuvent pas retourner travailler parce qu'ils n'ont pas de garderie. Je ne crois pas qu'on veut revenir là, il y a quelques années, là, dans une certaine génération, où les femmes ne pouvaient là, travailler et qu'elles demeuraient à la maison. Je ne crois pas que c'est ça qu'on veut comme collectivité. Également, d'avoir une garderie, je pense que ça s'intègre bien là, dans un paysage. Ça vient aussi permettre là, de diminuer là, l'isolement aussi des personnes là, qui sont en contact avec nos jeunes. On veut une société qui soit intergénérationnelle aussi. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Le projet de garderie ferait en sorte que cette garderie serait érigée là, à côté de la clinique dentaire là, de Turcotte et entre le Havre. Là. Donc, ça serait sur ce terrain-là. C'est un avis de motion. Avis de motion, on le dit, c'est un signal. C'est la première étape là, d'un projet législatif. Par la suite, il y aura encore d'autres discussions là, avec les promoteurs au niveau de l'entrée. Tout ça, il nous reste quelques petites choses à finaliser, mais je crois tout de même là, que d'autoriser l'usage d'une garderie dans le secteur, là, c'est bénéfique pour notre collectivité et j'ose espérer que ce projet pourra se réaliser. Donc, déposé, monsieur. Donc, l'avis de motion est déposé par M. Boily. Ayant l'adoption aussi du premier projet de règlement, donc j'imagine que vous allez proposer l'adoption du premier projet et ça va être secondé par M. Ménard. Et je me permets de dire que c'est unanime au niveau du conseil municipal. En 14 maintenant, adoption du règlement R822-2022 décrétant l'ouverture et déclarant public le lot 6 391 342, connu comme étant le chemin d'accès menant à la centrale de la biomasse. On en avait parlé lors de la précédente séance. C'est plutôt une technicalité là, administrative, là, comme la ville vend de l'énergie là, par la biomasse là, à Maisons-Mères, entre autres, et bientôt aussi là, au gouvernement québécois là, par le biais de l'espace bleu. On doit là, avoir un terrain là, ici là, lorsqu'on s'adonne à ce type de vente. Donc, c'est vraiment là, pour continuer le processus. Là. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, c'est proposé par M. Fizet et c'est appuyé de M. Ménard. En 15, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R821-2022, décrétant la création d'une réserve financière afin de financer les dépenses reliées à la tenue des élections. C'est en lien là aussi là, avec le nouvel article 278.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui est entré en vigueur là, au Québec le 1er janvier dernier et qui fait en sorte que toute municipalité sur le territoire doit constituer un fonds réservé au financement des dépenses reliées à la tenue d'une élection. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait des municipalités là, qui avaient des dépenses électorales et que c'était difficile à payer par la suite, c'était pas budgété, tout ça. Et nous, on n'avait pas de misère à payer tout ça, mais c'était pas entré là, dans un fonds réservé.
là, ce qu'on doit faire, c'est prévoir. Hein, il y a des élections au municipal à tous les 4 ans. On a eu les dernières l'an dernier, mais là, on doit faire en sorte de réserver un fonds. Donc, ça serait là, une somme de 25 000, c'est pas la même chose. Ça serait une somme de 25 000 là, qui serait réservée par année là, à même la préparation budgétaire. On va entrer bientôt là, dans le cycle de préparation budgétaire. Et il y a un fonds là, de 25 000 là, qui va être réservé là, pour 2023. Pour l'année 2022, c'est un montant de 25 000 qui va être puisé à même le surplus libre de la ville. Et pour 2023, ça va être commencé là, à être budgété là, dans les différents budgets. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, Mme Bouchard. Administration et législation. 1. Direction générale de la ville, nomination. Là, je pense que c'est un point à la télévision actuellement qu'il y a bien des gens qui vont nous écouter. Dans la salle également aussi. Pour ce qui a trait à la nomination de la direction générale, on a eu quand même de nombreuses candidatures. On peut parler d'une trentaine de candidatures de personnes qui ont formulé leur intérêt là, pour occuper le poste là, névralgique de directeur général, là, qui est le plus haut fonctionnaire de la ville. C'est un poste de haut fonctionnaire. Il y a un processus sérieux quand même là, qui s'est déroulé. On a été accompagné là, par une firme sérieuse qui est la firme Raymond Chabot de Grant Thornton qui nous a accompagnés là, dans les différentes étapes du processus. C'est un processus qui s'est tenu quand même sur plusieurs mois. On a commencé ce processus-là avant l'été et on le termine par la dernière étape ce soir, là, sans compter l'accueil de la personne sélectionnée. La personne qui a été sélectionnée a satisfait et a réussi toutes les étapes du processus. Un processus qui a compté des entrevues, un processus qui a compté des tests écrits, des tests psychométriques, une entrevue également là, avec un psychologue organisationnel à Québec qui a rencontré les différents candidats qui se sont rendus à ces étapes-là. Et ce soir, là, c'est avec plaisir et fierté qu'on annonce, là, que j'annonce au nom du conseil donc la nomination de M. Gilles Gagnon comme directeur général de la ville de Baie-Saint-Paul. M. Gilles Gagnon est actuellement le directeur général de la municipalité de Saint-Urbain. C'est une personne qui détient là, un baccalauréat en philosophie ainsi que 2 maîtrises, donc l'une également en philosophie, option éthique de l'environnement et politique, et l'autre en aménagement du territoire et développement régional. Il est membre de l'Ordre des urbanistes du Québec et également de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Monsieur Gagnon préside également le comité d'enquête à l'éthique et de déontologie de l'Ordre des urbanistes du Québec. C'est ça. Donc, c'est quand même un beau profil et c'est quelqu'un qui connaît également la ville de Baie-Saint-Paul. C'est un résident, tout d'abord. C'est quelqu'un qui réside sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Ça, je pense que c'est une fierté aussi là, d'avoir quelqu'un là, qui va résider sur le territoire. C'est quelqu'un qui a déjà aussi dans le passé exercé des fonctions là, d'urbaniste à la MRC de Charlevoix. Donc, il connaît quand même bien nos réalités. Et c'est ça. Son entrée en fonction là, est prévue pour le 17 octobre. Évidemment, là, on a quand même de bonnes relations avec la municipalité de Saint-Urbain et c'est clair qu'on veut qu'il y ait une transition là, qui s'effectue là, de la bonne façon. Je profite également de l'occasion là, pour remercier, on aura encore l'occasion de le faire, mais je remercie M. Émilien Bouchard là, qui agit à titre de directeur général par intérim. Là, M. Bouchard qui a relevé le défi avec brio, mais que ce n'est pas terminé. Il nous reste encore quelques semaines, mais M. Bouchard est un homme de confiance. C'est quelqu'un là, aussi qui connaît très bien l'organisation et c'est un plaisir à chaque jour de travailler avec M. Bouchard dans nos fonctions respectives. Et c'est quelqu'un là, en qui j'ai une très grande confiance et j'envoie également l'appareil à M. Gravel qui a exercé les fonctions de directeur général adjoint par intérim là, dans les dernières semaines. C'était une équipe de direction intérimaire là, qui a su manœuvrer. On a eu également quelques petites turbulences. C'est sûr que lorsqu'il arrive des choses comme ça, des départs dans une organisation, il y a un peu de turbulence, mais je pense qu'on avait des gens qui étaient bien assis dans le cockpit et qui ont fait en sorte là, de bien manœuvrer avec les petites turbulences qu'on a vécues, mais l'organisation se porte très bien. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, proposé par Mme Bouchard et secondé par M. Ménard. Également, M. Ménard et Mme Bouchard faisaient partie du comité de sélection lorsque nous avons rencontré les différents candidats pour le poste. Ce qui serait important aussi, M. le maire, oui, ce serait peut-être de remercier tous les gens qui ont quand même, mettons, envoyé leur CV. Question d'intérêt, question de créer de l'intérêt pour eux. Et ça veut dire qu'ils tiennent, que Baie-Saint-Paul leur tenait à cœur jusqu'à un certain point.
Donc, juste le signaler là, Oui. de façon informelle. C'est bien ce que vous mentionnez, M. Boily, et ça montre que Baie-Saint-Paul a une certaine notoriété. Là, des candidatures, on en a reçu de partout au Québec. Là, dans les différentes régions socio-administratives, il y a peu de régions qu'on n'a pas reçu de CV. Là. Honnêtement, on a eu des gens de Charlevoix, des gens de Québec, de Montréal, de la Montérégie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pratiquement toute la Chaudière-Appalaches. Ça a été vraiment là, surprenant de voir autant de candidatures et des gens qui ont des hauts profils en gestion. Donc oui, M. Boily, de remercier les gens qui ont eu de l'intérêt là, pour occuper ce poste névralgique. Là. Vous faites bien de le mentionner. Toujours dans la section administration et législation, en 2 subventions versées à la Ville pour le remboursement des prêts contractés par l'OMH. Donc ça, c'est un dossier là, qui date depuis plusieurs années, même avant ma naissance. Lors de la construction des HLM de Baie-Saint-Paul là, en 79 et 80, par le biais d'une entente fédérale provinciale qui datait de 1971, la municipalité avait octroyé là, un prêt là, sans intérêt et remboursable à l'échéance là, par l'Office municipal d'habitation. Et là, le tout là, a été remboursé là, cet été. Là, on parle de 12 179 $. Et le ministère là, nous invite à réserver ces sommes-là là, pour des projets en habitation, logement. Et nous, là, on viendrait là, répondre là, positivement à ça. On viendrait réserver ces sommes là, pour des projets qu'on aura dans le futur. Là. Même on travaille actuellement sur des projets de logement et on viendrait réserver là, ce montant là, à même nos fonds là, de 12 179 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Monsieur Boily? Monsieur Besson. La maison René Richard. Maintenant, en point 3, c'est un dossier qu'on parle quand même, là, ça aussi, depuis plusieurs mois. Ça l'avance. Est-ce que ça avance à vitesse lapin? Non. Mais ça avance quand même. Il y a quand même là, des travaux là, qui ont lieu. Là. Il y aura le carnet de santé du bâtiment qui aura lieu dans les prochains jours, prochaines semaines, qui va faire en sorte de vraiment d'inventorier où sont rendues les différentes pièces du bâtiment, qu'est-ce qui a besoin aussi de subir des travaux de façon plus urgente. Et là, ce soir, là, on viendrait continuer la résolution qu'on avait faite là, au printemps dernier. Et ce qui viendrait là, aussi faire que M. Joseph Gaétan Girard, là, qui est le liquidateur là, de la succession de Mme Stein et qui était là, une personne de confiance de Mme Stein, on viendrait aussi là, faire en sorte qu'il y aurait une place réservée là, pour lui sur le comité consultatif là, qui sera créé là, très prochainement. On voulait qu'il y ait un comité consultatif pour nous aider là, dans nos réflexions, à nous aiguiller pour qu'on ait à prendre des décisions. Il y aura quand même des décisions importantes à prendre là, en phase de démarrage. Et là, M. Girard là, aurait une place sur le comité là, consultatif là, de la Ville. Donc, c'était un souhait là, qui avait été exprimé par Mme Stein et on viendrait là, se conformer à ce souhait. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson, et s'est appuyé de M. Ménard. En sécurité publique, service des cadets pour l'été 2023. On est à terminer l'été 2022 et on est déjà rendu à l'été 2023. Depuis maintenant quelques années, là, c'est une tradition à Baie-Saint-Paul là, d'accueillir des étudiants là, en programme des programmes policiers. Ce sont des cadets là, une entente qu'on a avec la Sûreté du Québec. La Ville débourse 10 000 $ par année. Par la suite, là, ces sommes sont gérées par la Sûreté du Québec pour employer 2 étudiants qui ont un travail surtout de prévention et de répréhension en même temps, mais ce n'est pas des gens là, qui sont des policiers, c'est vraiment des étudiants. Donc, ils travaillent surtout en mode prévention. Et là, ce qu'on viendrait faire, ce serait là, de signifier là, à la SQ notre intérêt à participer à nouveau programme en 2023. Et ce qui aurait là, de changer, c'est que maintenant, le programme serait de 12 semaines, donc du 29 mai au 20 août. Et à chaque année, le programme se déroule très bien. Même cette année, là, ça s'est très, très bien déroulé. On adressait même là, des félicitations là, à ces étudiants là, pour s'être quand même très bien intégrés dans la collectivité. Et je crois qu'on les a vus quand même. Là, des fois, juste de voir des gens avec un uniforme puis avec le logo de la SQ, ça dissuade certains comportements négatifs de vandalisme, tout ça. Et c'est ça. Je pense que cette année, là, ça méritait de mentionner que le travail a été fait de façon impeccable. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Boily, est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Fizet. J'aurais une question, M. le maire. Oui, allez-y. Pour ça, par rapport, anciennement, c'était 10 semaines, maintenant c'est 12. Est-ce que les montants vont être ajustés à
à cette différentiel? Pour l'instant, ce qui est demandé, c'est le 10 000 $. Il y a 10 000 $ qui est réservé, mais là, on n'est pas à l'entente de la signature. Là. C'est vraiment pour signifier à la SQ notre intérêt. Merci. Toujours en sécurité publique, projet d'agrandissement de la caserne, mandat pour surveillance laboratoire. Il y a une demande de service de surveillance laboratoire là, qui a été fait pour les travaux d'agrandissement de la caserne. LEQ n'est pas disponible cet automne, ce qui fait en sorte qu'on doit le regarder avec une autre firme, et ce serait la firme FNX qui serait disponible. C'est vraiment là, pour tout ce qui touche le sol. C'est assez spécialisé, une surveillance spécialisée qui ferait en sorte là, qu'on y aurait des déboursés de 15 748 et 12 là, avec taxes, selon le règlement déjà là, qui a été voté, là, notre règlement là, sur règlement d'emprunt pour le projet de réfection de la caserne. Et également, là, tout ce projet-là était subventionné à 65 % par le gouvernement du Québec. Et on se rappellera que notre caserne incendie là, date du début des années 80 et qu'on est dû un petit peu pour lui donner un petit peu d'amour. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizette, et c'est appuyé de M. Besson. Voirie et hygiène du milieu, en 6 rang Saint-Placide-Sud. Monsieur le maire, si vous Oui. me permettez, sur ce point-là, il risque d'avoir apparence de conflit d'intérêt pour moi, puisqu'il y a au moins 5 membres de ma famille qui restent juste sur cette petite portion-là, dont mes parents. Donc, je vais me retirer. C'est bien noté. Ça sera noté également au procès verbal du service du greffe. Donc, rang Saint-Placide-Sud, mise aux normes et pavage, demande de subvention. Programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. C'est une demande là, de subvention qui est faite là, en fonction là, de la réflexion, qui peut nous aider là, à avoir une subvention jusqu'à 75 % là, avec ce programme. C'est pour des travaux qui auraient lieu là, à l'année 2023. On parle là, de faire du pavage là, et améliorer la sécurité. C'est dans le secteur de Saint-Placide-Sud, là, entre le village là, et le pont, là, la partie qui est actuellement pas asphaltée. Et on irait là, pour faire une demande au programme de subvention. On espère toujours là, être accepté dans ce programme-là. Et c'est suite là, aux analyses qui ont été faites là, par le consultant de la firme Harpo. Donc, ma description du secteur faisait... Oui, pas pire, oui. Pas si pire. C'est bien le numéro de porte. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Je vais le proposer, ça c'est sûr. Proposé par M. Boily et c'est appuyé de M. Besson. Donc, on peut faire également rentrer Mme Bouchard. Maintenant, en 7, agrandissement des étangs aérés. C'est un mandat qu'on vient donner là, au niveau des eaux usées à la ville de Baie-Saint-Paul, là, tout ce qui touche les égouts. C'est pour l'ensemble du territoire. Là, il y a eu là, une étude en cours là, qui a été faite là, par la firme Stantec. Et là, ce qu'on viendrait faire, ce serait au niveau du laboratoire géotechnique là, afin de valider la nature du sol d'un agrandissement potentiel là, de nos étangs. Donc, ça serait là, pour la firme GEOS pour un montant de 28 500 $. Et également là, les relevés topographiques du terrain qui nous aident à valider l'emplacement optimal là, du bassin supplémentaire. Là, il y a eu un seul soumissionnaire et c'est Géniarp pour un montant de 14 300 $ plus taxes. Donc, c'est pour un montant total là, de 44 934 là, qui sont à même là, des règlements là, parapluie. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Donc, c'est proposé par M. Fizette. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé par M. Ménard. Maintenant, en 8, achat des abrasifs pour la saison 2022-2023. Dans le devis qu'on avait là, avec les entreprises Jacques Dufour, on avait l'option d'une année supplémentaire pour cette année là, qui s'en vient. Et on viendrait exercer notre droit d'option supplémentaire. Donc, ça serait pour un montant de 57 533,49 $, taxes incluses. Donc, c'est pour les abrasifs là, qui sont appliqués là, sur le territoire là, lors du déneigement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Ménard. Urbanisme et mise en valeur du territoire en 9. Subvention PSM-MPI, volet 1B, c'est pour la restauration là, du porche d'entrée de la maison mère. Dans ce programme-là, on a quand même là, des différentes normes à respecter là, avec notre entente avec le ministère et on se doit là, de subventionner là, au moins 2 bâtiments municipaux. Donc, il y aurait là, des fonds là,
qui servirait pour la maison mère, donc entre autres pour le porche d'entrée, et le reste là, irait là, à la restauration de la maison René Richard. Là. On deviendra propriétaire prochainement, ce qui fait en sorte qu'il y aura quand même là, des sommes à être injectées là, sur ce bâtiment. Pour maison mère, donc c'est le ministère de la Culture et des Communications rembourse 60 %, donc on parle de 4 800 $ et la ville, là, par le biais là, de nos sommes là, de 40 supplémentaire, donc 3 200 $ pour un total de 8 000 $. Pour la partie du ministère, c'est par une subvention qu'on finance le tout, et au niveau là, de la ville, c'est au niveau du fonds de roulement, donc on se prête à nous-mêmes. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Ménard, est-ce que c'est appuyé? Madame Bouchard. En 10, demande de permis en zone PIA, la côte du Balcon Vert, le lot 5007-177. Donc, c'est une demande d'une construction d'une habitation unifamiliale des dimensions, là, comme on peut voir à l'écran, là, de 9,14 mètres par 9,75 là, pour un total de 89,12 mètres carrés. Le revêtement sera en mébec gris foncé et noir, une toiture en tôle d'acier noir, portes et fenêtres en aluminium noir, ainsi que la galerie là, qui aura un garde-corps en verre trempé. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande aussi là, d'aller de l'avant avec cette demande. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Fizette, est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé par Mme Bouchard. En 11, programme de rénovation patrimoniale 2022-2023, entérinement des propriétés sélectionnées. Donc, c'est 6 dossiers là, qui est admissible à une subvention là, dans le cadre du programme d'aide à la restauration patrimoniale. C'est aussi là, dans le cadre du programme PSM-MPI. Là, ça, c'est le volet 1A. 6 dossiers. Donc, je vais prendre le temps de les montrer. Le premier, comme on peut voir, là, le 147 chemin de la Pointe. C'est celui qui est en haut à gauche. Réparation et restauration des murs extérieurs en clin de bois. Peinture pour la totalité de l'extérieur de la maison. Le deuxième dossier, donc le 22 rue Sainte-Anne, donc c'est la maison qu'on voit là, juste ici là, au milieu, là, dans la section gauche, pour un remplacement des 3 portes, la réfection du balcon. On a également le remplacement des 3 fenêtres à l'étage, ainsi que la réparation de la toiture. Par la suite, la maison, comme on voit là, au bas de la section gauche, le 26-28 rue Amboise-Fafard. Il y a eu des travaux de réfection au niveau du garage, donc la réfection des portes de garage en bois, réparation du revêtement extérieur du garage, réparation d'une porte simple. Pour la maison, réparation de la toiture en descente de cave, réfection d'une partie de la toiture et de la galerie, ainsi que réfection de fenêtres. Sur le 64A rue Saint-Jean-Baptiste, maintenant dans la colonne de droite au niveau supérieur, on parle de réfection de 2 cheminées, réfection de la partie brisiste de la toiture en bardeau de cèdre, restauration de 3 portes et de 5 fenêtres, repeindre également la partie terrasson du toit. Le 48 Saint-Jean-Baptiste, travaux de réfection au niveau de la réfection de la galerie à l'étage telle qu'à l'origine, restauration de la frise. Et pour terminer avec le dernier dossier, le 652 du chemin Saint-Laurent, on parle de la restauration de la grange ainsi que de la consolidation de la structure. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition, proposée par M. Boily? Est-ce que c'est appuyé? M. Fizette, et ça a été fait là, selon les recommandations du service d'urbanisme, que le tout répondait aux différents critères législatifs. Loisirs, parcs et culture en 12, pavillon du Saint-Laurent, la tarification pour la location. On a eu différentes demandes là, des gens qui aimeraient louer le pavillon Saint-Laurent, que ce soit là, pour des activités sportives ou autres, des rencontres. Et ce qu'on en vient, c'est qu'on louerait là, pour un montant de 31 $ l'heure la salle là, du pavillon Saint-Laurent. Et le tout, là, ça serait pour des locations là, qui seraient là, lors de la période d'opération du bâtiment. Là. S'il arrivait que le bâtiment soit fermé selon une certaine période de l'année, bien, le tout là, ne serait pas valable. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Fizette et c'est appuyé de M. Ménard.
En 13, campagne de financement de l'Arena, autorisation de signature. Le lancement officiel a eu lieu cet après-midi pour notre campagne de financement de l'Arena, une campagne de financement qui va nous servir là, surtout, je vous dirais, pour des projets d'animation du bâtiment. Là, ça ne financera pas les travaux, le béton. Actuellement, là, il y a un règlement d'emprunt là, qui finance le tout. Il y a aussi des partenaires. On parle du gouvernement fédéral là, à la hauteur de 1,8 million, le gouvernement provincial aussi 1,8. Il y a eu la MRC de Charlevoix là, par le biais là, des activités éoliennes de 1 250 000. Fait que des fois, les éoliens, ça apporte aussi là, du positif à ce niveau-là. Là, c'est de l'argent qui n'est pas pigé là, dans les poches des contribuables. Et ça, c'est ce que je viens de nommer, c'est ce qui sert là, à payer les travaux du bâtiment. Mais là, ce qu'on veut avoir, c'est une campagne pour faire en sorte d'avoir des projets et d'améliorer l'expérience, le client, si on peut appeler ça comme ça, des gens qui vont fréquenter le bâtiment, là, ceux qui ont connu l'Arena, qui ont déjà mis les pieds à l'intérieur. Ce qu'on a vu dans le passé, là, le bâtiment qui datait du début des années 70, ça ne sera pas, mais pas pantoute la même chose dans le bâtiment qui va ouvrir ses portes dans les prochains mois. On y va avec un bâtiment là, qui sera pratiquement neuf, là, si on compte la phase 1 qui a eu lieu là, dans les dernières années et la phase 2 qui est en cours actuellement. C'est un tout autre bâtiment. On en est fiers. Là. Je crois que les médias ont fait un bon travail de visibilité aussi là, au niveau des différentes des photos là, que nos architectes ont monté et on voit là, que le bâtiment sera vraiment au goût du jour. Et ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait rien à envier là, aux autres milieux qui ont des arénas. Et je pense que ça sera mission réussie. On a une campagne de financement qui va s'échelonner là, sur les 6 prochains mois. Actuellement, l'objectif est de 600 000 $. On a eu le groupe Simard Suspension qui vont être présentateurs du bâtiment. Donc, le nom va demeurer. Ça va toujours être l'Arena Luc et Marie-Claude, là, aussi là, en support à ces deux anciens athlètes olympiques là, qui ont été aux Jeux de Nagano là, dans les années 90. Donc, on maintient le nom de l'Arena Luc et Marie-Claude, présenté par Simard Suspension. Donc, Simard Suspension aura quand même une visibilité là, importante sur le bâtiment. Il y a également le mouvement Desjardins, la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes, là, qui a aussi annoncé là, une aide financière qu'on a annoncé aujourd'hui de 100 000 $ qui va servir là, surtout pour la salle multifonctionnelle là, qu'on va appeler la salle Desjardins. C'est quand même une aide qui est généreuse. Et, il y a un volet corporatif là, pour les entreprises aussi. Les entreprises vont pouvoir acheter des sections du bâtiment. Également, il va y avoir des commanditaires aussi sur les bandes, comme on voit là, dans les matchs là, de hockey là, de plus grande envergure, que ce soit là, du Canadien de Montréal ou encore ceux qui se retrouvent au niveau du centre Vidéotron. Ça a été lancé aujourd'hui et ça sort déjà beaucoup. Il y a déjà plusieurs personnes cet après-midi qui ont déjà acheté de la visibilité sur les bandes. Et il y a un mouvement aussi là, à l'image de ce qu'il y a eu au centre Vidéotron, là, le fameux J'ai ma place. Il va y avoir une vente de bancs. Donc, chaque banc, il y a 500 bancs à vendre et chaque banc sera vendu au coût de 100 $ et il y aura là, le nom de la personne ou ça peut être aussi posthume. Là, on a le droit à 35 caractères que ce qu'on peut faire écrire sur la petite plaquette et ça sera gravé à vie sur le banc. Donc, c'est quand même important. Déjà, il y a 500 bancs à vendre et là, ce qu'on me disait, c'est qu'il s'en est vendu plusieurs dizaines déjà cet après-midi. Donc, je pense que ça va se vendre assez rapidement. J'invite aussi tout le monde là, à participer à la campagne, ceux et celles là, qui veulent y participer. Il y a un reçu d'impôt aussi, là, puisque c'est un don de charité. Il y aura un reçu qui va être fait là, pour ceux et celles qui vont contribuer à ce niveau-là là, pour la vente de bancs. C'est en vente en ligne. Ceux et celles qui ne peuvent le faire en ligne, là, il y a des formulaires aussi qui sont disponibles à l'Hôtel de Ville. Donc, vous pouvez venir à l'Hôtel de Ville. Il y a un comité aussi qui a été formé là, qui sera sous la présidence d'honneur de M. Sébastien Thibault. Donc, je le remercie encore une fois là, pour accepter là, de s'impliquer dans ce dossier-là. Et tous les membres du comité, là, je ne les nommerai pas puisque je ne veux pas oublier personne, mais il y a quand même un comité là, qui est formé là, de plusieurs personnes qui va s'activer à travailler sur ce projet-là. Et en même temps, cet argent-là va servir aussi à supporter nos deux clubs locaux, que ce soit le hockey mineur ou encore le club de patin artistique. Et pour tout ce que je viens de mentionner, là, ce soir, ce qu'on vient faire aussi, c'est qu'on viendra autoriser M. Philippe Dufour, qui est directeur des loisirs et de la culture, ainsi que Mme Lucane Tremblay, là, qui est à la direction des communications, pour signer les protocoles d'entente avec les différents donateurs. Donc, Mme Tremblay là, s'occupe, je vous dirais, plus des deux grands commanditaires, là, que ce soit Simard Suspension et Desjardins, alors que M. Dufour va s'occuper de pas mal de tout le reste du volet corporatif. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Besson, est-ce que c'est appuyé?
Madame Bouchard. Vous permettez, M. le maire, parce que vous dites que les gens peuvent contribuer en s'adressant au site. On parle ici du site de la ville. Oui. Y a-t-il dans le site une icône qui nous permet d'arriver directement sur la manière de commanditer? Je sais qu'il y a, je crois que ça s'appelle Campagne Financement Arena, là, de la façon que c'est libellé officiellement. Là, je ne pourrais pas là, mettre ma main au feu, là, comme on dit, mais je pense que c'est très bien visible là, à ce niveau-là. Et il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit tantôt avoir procédé à la transaction là, sur le site. Je le vois. Je suis sur le site, là, puis effectivement, c'est Arena Luc, une campagne de financement majeure pour bonifier les activités. Lire la suite. Alors donc, les gens peuvent s'adresser à cette icône-là. Merci. Merci. En point 14, tour d'observation avenant et libération de la retenue. Différents là, travaux là, qui ont eu lieu en architecture et structure, là, ainsi là, que des imprévus de chantier qui font en sorte que la Ville là, accorderait le supplément de 6 607,76 plus les taxes applicables et également la libération de la retenue là, de 10 là, pour faire en sorte que les travaux sont complétés là, selon ce qui avait été demandé. Donc, c'est à même le règlement d'emprunt qui avait été autorisé pour la tour d'observation là, qui est dans le secteur du quai. Une tour en passant qui est très belle. La vue aussi là, au sommet de la tour est magnifique. Donc, un montant là, total de 19 369,59. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Monsieur Boilier s'est appuyé de Mme Bouchard. Au point 15, travaux à l'Arena, un avenant numéro 5. C'est des travaux là, en architecture, en mécanique et en électricité également là, qui n'étaient pas prévus au chantier. Ce qu'on viendrait faire ce soir, là, c'est pour autoriser là, notre gestionnaire du service du génie, là, M. Daniel, ainsi que M. Tremblay, pour autoriser le tout là, au montant de 32 295,66 plus les taxes applicables. Donc, c'est à même le règlement d'emprunt aussi là, qu'on avait là, sur le projet de réfection de l'Arena. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Besson, est-ce que c'est appuyé? M. Ménard. En F, affaire nouvelle, délégation demande diverses, un souper bénéfice, Fonds régional d'infrastructure en loisirs, donc le FRIL. Comme à chaque année, il y a un souper bénéfice qui est organisé là, au Manoir Richelieu en novembre. Ça, cet organisme-là, on en a besoin. Le FRIL s'est investi dans différentes infrastructures qu'on a sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Vite comme ça, je pense au sentier de glace qu'on a érigé dans les dernières années. On a eu l'aide du FRIL, le tableau indicateur qui a été refait là, au terrain de Balma. Également, le FRIL a participé financièrement. Donc, c'est toujours important là, pour nous là, de participer aux activités de financement, puisqu'en quelque sorte, là, il y a une partie de l'argent là, qui nous revient à Baie-Saint-Paul. Et ce qu'on viendrait faire cette année, là, ce serait l'achat là, de 6 billets pour cette soirée-là qui se déroulera là, de mémoire le 10 novembre prochain. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. M. Boily, est-ce que c'est appuyé? M. Besson. Au point 2, la tournée de reconnaissance des personnes proches aidantes de Charlevoix, contribution financière. Il y a une activité qui est organisée, là, c'est par l'Association bénévole de Charlevoix ainsi que le CIUS de la capitale nationale. C'est pour reconnaître les proches aidants. On le sait que ce n'est pas toujours facile hein, lorsqu'on est proche aidant à la maison et qu'on s'occupe là, de quelqu'un là, dans le besoin. Souvent des ennuis de santé. Et là, ce qui va être fait, c'est une sorte de concours. Les gens vont pouvoir proposer un proche aidant et il va y avoir un tirage par la suite par municipalité. Il y aura un proche aidant par municipalité qui va être sélectionné par un tirage au hasard. Là. Donc, ce n'est pas une compétition entre les proches aidants, à savoir qui donne le plus d'heures par semaine, qui s'occupe d'une personne là, la plus lourde. Bref, tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Tirage au sort et il y aura un panier là, d'une valeur de 250 $ qui sera donné à chaque proche aidant sélectionné. Donc, il y a des produits de Charlevoix et chaque municipalité en fait de Charlevoix vient participer là, pour un montant de 250 $ et ce sera des représentants des municipalités là, qu'on va aller remettre le panier là, à la personne sélectionnée dans notre municipalité là, et en même temps pour féliciter le travail qui est fait et tous les autres
proches aidants qui n'auront pas été tirés là, via le tirage vont recevoir quand même aussi là, un prix là, de participation et une mention là, pour souligner leur travail d'importance auprès là, d'une personne dans le besoin. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? 250 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Fizette et c'est appuyé de Monsieur Ménard. On serait maintenant rendu à la correspondance. C'est un dépôt. Donc, les membres du conseil en ont eu copie. Les questions ont été posées. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir à ce point-ci? Non. On serait maintenant rendu à la lecture, M. Bouchard, des comptes de 25 000 $ et plus. Oui, pour le fonds d'administration, il y a eu 3 paiements de 25 000 et plus. Les entreprises Jacques Dufault au montant de 71 368,43 $. Ensuite, réseau Charlevoix, 137 450 pour la subvention selon l'entente qui est en vigueur. Ensuite, Durand, Marquage et Associés, c'est le lignage de rue, un montant de 44 613,68 pour un total de 253 432,01 pour les paiements de 25 000 et plus. Dans le fonds de dépenses en immobilisation, construction éclair, contrat réfection Arena, phase 2, 637 666,73. Ensuite, les constructions Binet incorporées, 62 273,06 et libération de la retenue, le contrat de pavillon Saint-Laurent. Et un dernier paiement, Fil La Rochelle équipement au montant de 30 942,22. Libération de la retenue pour versement final équipement camion de déneigement pour un total de 730 882,01. Donc, merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition pour l'adoption? Monsieur Fizette, appuyé de Mme Bouchard. On serait déjà rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Donc, est-ce que j'ai des gens qui veulent prendre la parole? M. Boilly? Peut-être commencer, briser la glace. Puis en parlant de briser de glace, j'ai acheté mon banc tout à l'heure. Et puis c'était pas le banc des punitions. Il était déjà vendu par quelqu'un qui est assez détestable. Mais c'est d'autres choses. Également aussi, vous savez que le Pont Couvert a eu la malchance de ne pas avoir la mère nature de son bord cette année. Sincèrement, c'est la propriété du MTQ. Sincèrement, ils sont en train de le refaire, de le remodeler en bonne et due forme, en gardant toujours sa belle allure et sa belle fonction. Puis normalement, là, présentement, je sais qu'ils sont en train de préparer le toit, peut-être un peu temporaire, avec une toile de qualité qui va permettre un déneigement facile. Puis ça, là-dessus, on l'espère. Parce que l'année passée, c'est ça qui avait tué un peu, qui avait un peu éteinté le Pont Couvert. Il y avait un céliveau qui avait cassé, qui s'était brisé, et ça avait tout basculé dans l'ensemble de l'œuvre. Aussi, ce que je veux vous demander, c'est au printemps prochain, en 2023, le MTQ va remettre ça en ordre et va remettre ça vraiment là, selon le caractère de ce pont-là, qui est quand même assez visité. On fait des farces, mais c'est surprenant le monde qui font même un détour pour aller visiter. Puis moi, nécessairement, j'ai eu la chance. J'ai la chance que c'est mon territoire et mon secteur. Puis souvent, je vais y faire mon petit tour, mais le plancher, le tablier du pont, qui est l'œuvre, qui appartient à la municipalité, ils l'ont toute refaite et retapée en fonction, qui est utilisable. Mais utilisable veut dire également qu'il faut être quand même assez prudent. Il faut quand même, mettons, le ménager. C'est quand même un pont là, qui date de plusieurs années, bien avant ma naissance. Également aussi, puis un appel à tous que je demande aux gens, c'est que tous les utilisateurs et le voisinage, proche et moins proche, peuvent, mettons, nous aider à établir quand même ce pont-là là, en fonction de s'il y a quelque chose qui se passe. Vous connaissez tous nos numéros de téléphone, vous savez ce qu'on demeure, vous savez où ce qu'elle met. Tout de suite, nous le communiquer pour qu'on soit capable d'agir et de réagir le plus rapidement possible. Voilà. Puis nécessairement, on dit, vous n'avez pas de contact.
la seule personne qui a le contact avec le MTQ, c'est M. le maire. C'est notre porte-parole et notre porte d'entrée pour le MTQ. Donc, il faut tout que les messages passent de lui et viennent de lui. Voilà. C'était juste pour vous rendre hommage, pour vous remercier. Parce que je suis quasiment ministre des Transports. Il y a également aussi une affaire que tantôt, peut-être que M. le maire en a parlé, mais le petit 2 km là, à Saint-Benjamin, là, entre le pont et... En tout cas, je ne m'en souviens plus du numéro de porte. Là. C'est sur 2 km, hein, ça coûte 2 180 000. Juste pour vous donner un petit aperçu à ce à quoi on doit faire face par les temps qui courent. Voilà. S'il n'y a pas d'autre chose, vous ne vous gênez pas. S'il y a des questions, vous ne vous gênez pas non plus. Mais je prends que les questions, il n'y aura peut-être pas de réponse. Oui, on blague avec ça, c'est ça. Avec le ministère des Transports, c'est quand même des partenaires qu'on a à intervenir assez régulièrement. Et je n'ai pas besoin de vous mentionner qu'on a eu quand même là, à intervenir avec eux. Là. On a des chantiers routiers sur le territoire, on a des routes nationales qui passent et ça fait en sorte que j'ai eu quand même plusieurs discussions avec eux dans les derniers mois et je pense que nos relations avec ces derniers se sont quand même bien améliorées. Quand des fois ça ne va pas bien, on le dit, mais quand ça va bien, je pense qu'il faut prendre le temps de le mentionner également. Parce que, en fait, je suis content parce que tu as eu quand même du tact. Parce que le MTQ, c'est apprendre avec des pincettes. Et, c'est bon. Souvent, on dit que le MTQ, là, c'est un gouvernement dans le gouvernement. Là, fait qu'évidemment, là, lorsqu'on réussit à cheminer à l'intérieur de Transport Québec, bien, je pense que ça peut être une belle victoire. Madame Bouchard, est-ce que vous avez... Non? Monsieur Ménard? Monsieur Fizette? C'est qu'il y a là, madame. Bonjour. J'aurais tellement de choses à dire que je me demande si je devrais plutôt attendre plus tard, mais je voudrais tout simplement aux citoyens qui nous écoutent signifier qu'un conseiller municipal, il est faux de croire qu'il doit être disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Si je le dis, c'est parce qu'une citoyenne m'a fait cette remarque-là. Alors, il y a plusieurs fonctions là, du conseiller, là, mais les principales sont pour influencer des décisions importantes pour le milieu. Alors, donc, on se met à contribution ici même au conseil, mais un conseiller à lui seul n'a aucun pouvoir, sinon celui d'influencer là, les orientations en conséquence des attentes de ces citoyens qu'il représente. Donc, en plus d'assister à ces assemblées-là, il veille évidemment aux intérêts collectifs, aux intérêts de la communauté. Et puis, on peut éclairer évidemment le conseil sur différents sujets, sur différents concepts, sur différentes... et faire part et partager là, des résultats de recherche que chacun des conseillers aura pu faire. Alors, je tenais à faire cette distinction-là parce que il est faux de penser qu'un conseiller peut donner des ordres à l'administration pour faire agir dans un sens ou dans un autre. C'est pas de même que ça se passe. Alors, je tenais à ce que ça soit compris dans ce sens-là. Merci. Vous avez entièrement raison, M. Fizette. Et pour travailler quand même avec tout le monde qui est ici autour de la table, là, il n'y a pas une semaine qu'on ne se parle pas, même souvent on se parle quelques fois dans une journée. Il n'y a pas personne ici qui dort à table, excusez l'expression, là, mais oui, tout le monde fait plusieurs heures par semaine, on ne les compte pas, mais en tout cas pour moi, je fais plus des fois quand les gens me demandent est-ce que tu es à temps plein, ben, je dis même plus qu'à temps plein. Là, on fait plus que 40, je fais plus que 40 heures, puis même les gens qui sont autour de la table font quand même plusieurs heures par semaine, mais il n'y a pas personne qui a à répondre au téléphone et 24 heures sur 24. Là. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui ont des attentes démesurées envers les membres du conseil, mais on n'a pas de baguette magique non plus. Fait que on fait le mieux qu'on peut pour essayer de gouverner la ville d'une façon responsable, d'une façon efficiente et efficace. Mais c'est clair que lorsque les gens ont des attentes qu'on va leur répondre à 11 heures le soir au téléphone, bien, ça se pourrait qu'à 11 heures le soir, bien, qu'on fasse de dos comme tout le monde. Fait que, ce que M. Fizette apporte, là, je pense que c'est pleinement là, véridique à ce niveau-là. M. Besson? Si vous permettez. Oui, allez-y, M. Fizette. Si vous permettez, M. le maire, j'ajouterais également qu'il en va de même avec les employés de la ville.
J'ai été témoin de différents commentaires défavorables à l'endroit de certains membres de notre équipe ici à l'administration. Alors qu'il faut bien comprendre que nos gens qui travaillent ici, ils travaillent en fonction des orientations qui ont été décidées par le Conseil, des règlements qui ont été sur lesquels ils doivent s'appuyer pour pouvoir guider leur façon de travailler. Il y a aussi les budgets qui sont en considération également. Alors donc, c'est clair qu'il est impossible d'avoir en tout cas, de nourrir la conception que tout peut se régler à partir d'une demande qui est faite par un citoyen. Ce qui peut être fait dans le cas où ça ne peut être réalisé dans l'immédiat, c'est de prendre en mémoire cette requête-là ou ce besoin-là pour éventuellement le reporter, l'amener au Conseil pour en arriver à nourrir cet intérêt-là, pour voir dans quelle mesure on peut faire en sorte qu'ils puissent trouver une réponse. Alors, puis les employés de la Ville, ils travaillent tous pour nous autres, là. Faut bien s'entendre, là. Il n'y a pas personne là, qui veut arracher les salaires des bottines, les lacets des bottines, et non pas les salaires des bottines. Merci, M. Fissé. M. Besson. Je vais m'éloigner un peu de la politique municipale vous êtes tous au courant, on est en période électorale provinciale. Puis je voulais seulement vous signifier à quel point c'est une période importante, ces élections-là. Je vous invite, même si les jeux peuvent avoir l'air d'être déjà faits, étant donné les sondages, de participer quand même à cet exercice démocratique-là. C'est d'une réelle importance à chaque élection depuis les 15-20 dernières années. Le taux de participation descend au Québec. Donc, je vous invite à participer. Puis là, je m'adresse aussi particulièrement aux gens de ma génération, les 18-35 ans. Si on ne s'occupe pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de nous. Donc, allez participer. On est toujours la génération qui va le moins voter, qui participe le moins à ce genre d'exercices-là. Bien, forcément, nos opinions se retrouvent moins représentées dans les instances décisionnelles. Donc, c'est important comme période. Écoutez ce que les partis ont à vous dire, participez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Encourager. Message important. Donc, on irait Ça va pour tout le monde à la table? On irait maintenant... je me garderai le mot de la fin tantôt. On va y aller avec les questions du public. Est-ce qu'on en avait déjà reçu, Mme Ménard? Oui. Voilà. Problème de micro. Oui. Donc, j'ai Mme Thérèse Cunningham qui a transmis une question cet après-midi. Je la lis. Une petite délégation se rendra à Arcachon du 29 septembre au 6 octobre 2022. J'aimerais connaître le nom des délégués. Merci. Oui, dans le fond, il y a un voyage qui, effectivement, là, les dates sont véridiques. Il y a un voyage qui aura lieu à Arcachon et dans le secteur d'Arcachon-Bordeaux, en France, du 29 septembre au 6 octobre prochain. Là, la délégation sera composée de Mme Bouchard, de M. Ménard, de moi-même et de Mme Lucane Tremblay. C'est un programme de subvention qui est normé aussi, hein. Parce que la très grande partie du voyage est financée par le gouvernement du Québec, là, par le ministère de l'Environnement. Et c'est un programme normé. Donc, nous, on a été sélectionnés là, parmi d'autres municipalités. Et ce n'est pas un programme discrétionnaire. Donc, si Baie-Saint-Paul n'avait pas la subvention, bien, il y a d'autres municipalités qui auraient pu s'en prévaloir. Et on va en France, c'est pour aller dans le fond, s'inspirer en matière de gestion de la circulation, de gaz à effet de serre et de gestion du tourisme. Et ce qu'on me dit, c'est que la ville d'Arcachon ressemble beaucoup à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un voyage qu'on a bien hâte, en espérant aussi que les résultats là, seront à la hauteur de nos attentes. Et évidemment, il y aura une reddition de comptes qui va se faire par la suite de ce voyage. Est-ce qu'on avait reçu également d'autres... non? Est-ce que j'ai des gens dans la salle là, qui ont des questions maintenant? Donc, je vous inviterai à aller au micro. Non. Ça, c'est les gens qui ne sont pas sur place. Ah, c'est pas fait pour ma grandeur. Je n'ai pas été au micro avant. Je vais le prendre. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. OK. J'aurais une question concernant... Juste peut-être de vous identifier, peut-être juste avant. Oui, Gilbert Godreau, je suis résident de Baie-Saint-Paul, bien sûr. Concernant les conteneurs, la réglementation sur les conteneurs, bien sûr, ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Là. Je prends en partie la responsabilité que ça n'a pas été fait.
Mme Bouchard parlait tout à l'heure du fait que plusieurs étaient dans l'illégalité, c'est vrai. Et avec la nouvelle réglementation, ce que je me rends compte, c'est qu'au niveau commercial, industriel, en tout cas, il y en a qui vont pouvoir être légalisés. Mais pour ceux qui sont dans le périmètre d'urbanisation et qui ne cadrent pas dans cette réglementation-là, est-ce qu'il y a une intervention qui va se faire par la Ville? La réponse est oui. OK. Les gens là, qui sont en infraction, c'est sûr que je ne vous dis pas qu'on va embaucher quelqu'un à temps plein là, pour surveiller les conteneurs, mais souvent ce type de réglementation, vous le savez, vous avez été assis aussi à la table, souvent ça marche par dénonciation. Fait que c'est lorsqu'il y a des gens là, qui font des dénonciations, bien, il y a quelqu'un du service d'urbanisme là, qui va faire une validation. Par la suite, il y a un avis d'infraction et si la personne ne se conforme pas à l'avis d'infraction, ben là, c'est un constat qui est admis. Et si là, ça ne se conforme pas, ben là, après ça va jusqu'en cour municipale. Okay. Mais la situation de dénonciation, c'est une situation qui n'est pas très agréable. Non, évidemment, c'est sûr que c'est pas. Des fois, ça arrive. C'est sûr que souvent, là, c'est surtout les conteneurs, c'est rare que les gens ont ça sur le devant de leur propriété. Là, fait que là s'il y a un inspecteur qui passe dans le secteur et qu'il le voit, il va intervenir, mais c'est sûr que sinon, des fois, c'est quand même assez bien camouflé à l'arrière des propriétés. Fait que sans signalement, on n'enverra pas un drone pour aller voir dans les propriétés les terrains arrière des gens, là, mais souvent, c'est ça. S'il y a des situations, des irrégularités auxquelles on est au courant, bien, on va intervenir. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui. La question qu'on pose tout le temps. Alors, je vais remettre Pierre Bernier. Peut-être juste de vous approcher un peu du micro, peut-être. Et voilà, oui, comme ça. Parfait. Oui. Alors, je vais remettre presque une centaine de signatures, toujours pour appuyer le projet des points verts pour sécuriser le cyclisme urbain, un projet que vous connaissez bien. Je voulais féliciter aussi de la part des marcheurs d'avoir refait la traverse piétonnière en face du stationnement de l'église jusqu'au musée, qui avait été effacé, là, qui a été absent suite à une intervention festive. Alors, ça a manqué pendant un mois, puis c'était un mois où il y avait quand même beaucoup de gens. Et aussi, merci de la part des piétons et des cyclistes pour avoir mis en valeur, avec des bandes jaunes, la traverse qui continue en face de la maison mère, c'est-à-dire de la piste cyclable et tout ça, parce que les carélages n'étaient pas assez visibles de la part des automobilistes. Alors, super. C'est drôle, c'est aujourd'hui un sujet qu'on n'a pas parlé et que tout le monde parle, la vitesse. On n'arrête pas d'en parler, de la vitesse, ici à Baie-Saint-Paul. Il y a même quelque chose qui est passé sur Facebook qu'on a partagé avec Mme Bouchard. Dans la majorité des municipalités, dans la métropole, même la capitale, dans les zones résidentielles, c'est 30 km/h. Alors, j'aimerais bien que la ville de Baie-Saint-Paul réfléchisse à son 40 km/h dans les zones résidentielles. Merci. Bien noté. Donc, votre pétition, vous allez la déposer auprès du greffe? Oui, vous pouvez la laisser à Mme Ménard ou à M. Bouchard. Là. Donc, est-ce que j'ai d'autres... Puis ça, votre projet, là, il n'est pas oublié, il n'est pas mort non plus. C'est vraiment là, au comité circulation. Là, je vous dirais que lors de la saison estivale, les différents comités de l'organisation sont plus en mode repos. Mais là, on reprend le tout. Lors d'une prochaine séance du comité circulation, là, votre projet va être analysé. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui désirent aller au micro? Non. Donc, on serait déjà rendu à la conclusion. Peut-être juste deux petits événements à mettre à l'agenda. Non, l'autre, ce n'est pas un événement. Le premier, la santé, ça marche. Donc, il y a un événement là, qui est organisé par la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, par le bénévole M. Maurice Lavoie. Ça va avoir lieu le 24 septembre prochain. C'est sur la piste cyclable là, derrière le centre éducatif Saint-Aubin. C'est une levée de fonds là, au profit de la Fondation là, pour des équipements là, du programme Traité Santé. Il y a des bracelets qui sont en vente au coût de 20 $. Et
lors de cette journée-là, là, ils attendent plusieurs marcheurs. Il y aura, je pense aussi, là, un numéro de musique. Il y aura de l'animation à ce niveau-là. J'y serai également avec quelques membres du conseil. Donc, c'est un rendez-vous là, qui est important pour une bonne cause. Et je termine aussi sur le déneigement de certaines rues à Baie-Saint-Paul, là, pas vraiment dans le secteur urbain. Ça, c'est à l'entrepreneur, l'entreprise Jacques Dufour. Le secteur rural est au niveau de la ville, mais il y a certaines rues là, qui sont des rues privées qui sont déneigées là, à contrat. Cette année, ce qu'on va faire, on va y aller là, sur invitation pour ces entrepreneurs. Si jamais il y a des personnes là, qui ont de l'intérêt pour déneiger ces rues, là, je vous invite à communiquer là, avec les travaux publics, là, soit M. Jean Daniel, qui est le directeur par intérim du service, ou encore Mme Joanne Tremblay, qui est agente administrative. Là, ils vont pouvoir vous orienter à ce niveau-là, mais je tiens à le rappeler, là, ceux et celles qui ont de l'intérêt, qui veulent offrir leur service pour déneiger des rues, évidemment, c'est rémunéré. Je vous invite là, à manifester votre intérêt. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée, également une belle fin de septembre, et on se retrouve là en octobre. La séance, par contre, du mois d'octobre va avoir lieu un mardi, puisque ce sera le congé férié de l'Action de grâce le lundi là, de cette semaine-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour la levée de la rencontre? Mme Bouchard s'est appuyée de M. Fizette. Bonne soirée.